Bonjour et bienvenue dans les pages du milieu. Je suis encore et toujours, éternellement et pour l'infinité du temps, avec mes deux chers acolytes, Julien. Bonjour. Et FX. Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Mais oui, et comment vas-tu, Cyril? Moi, je vais très très bien. On espère en tout cas que vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous allez aussi bien. Parce que cette semaine, nous allons encore une fois faire un petit épisode de transition, si on peut dire. Encore un épisode tout calme, en détente, où nous allons narrer des récits épiques. Tout en nous prélassant dans le spa qu'est devenu Isengard. Voilà, le fameux spa avec les... Dans les mares de boue. Les barres de boue, les barres de boue, tout ça, exactement. Alors j'en profite évidemment avant toute chose pour évidemment vous rappeler que vous pouvez noter l'émission sur les plateformes où vous les écoutez. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux Instagram ou Facebook, nous envoyer des messages, des questions, n'hésitez pas, couvrez-nous de messages et de questions, on adore ça. Et j'en profite encore une fois évidemment pour remercier nos généreux tipeurs qui nous aident financièrement pour cette émission. Ça nous fait vraiment extrêmement plaisir, c'est hyper important, ça donne vraiment un sens à ce qu'on fait. Et donc vraiment un énorme merci, et merci plus particulièrement aussi pour les messages que vous laissez à chaque type, parce que vraiment ils sont très touchants et ça nous fait vraiment grandement plaisir. Alors encore une fois, merci. Voilà. La semaine dernière, nous avions retrouvé notre cher Pérégrine Took et Mériadoc Brandebouc autour d'un bon festin et de bonnes fumées d'herbe à pipe. Nos deux hobbits farceurs étaient là, assis au milieu des décombres de l'Isengard, dans ce qui restait de cette fameuse forteresse du magicien blanc, ou multicolore. Oh. Et j'ai fait la même blague que toi la semaine dernière. Ouais, comme quoi. Mais je l'avais déjà écrit. Cette semaine, il est temps de comprendre ce qu'il s'est passé. Nous allons donc prendre le temps de nous asseoir avec nos deux semi-hommes préférés et les laisser faire ce qu'ils font de mieux, raconter leur vie. C'est un épisode tout en détente, comme je le disais, que nous vous proposons pour découvrir enfin comment une redoutable armée d'arbres furieux a pu détruire la forteresse d'un des plus dangereux ennemis des hommes en terre du milieu. J'espère que vous aimez les récits et le porc salé. Sortez votre pipe et votre herbe et écoutons, les pieds sur la table, ce que nos amis ont à nous dire. Chapitre 9. Épave. Gandalf et la compagnie du roi s'en vont à la rencontre de Sylvebarbe, tandis qu'Aragorn, Gimli et Legolas viennent s'asseoir près des hobbits. Ils ont beaucoup à se raconter, et les trois compères ont encore beaucoup d'interrogations sur la fuite des semi-hommes à travers Fangorn. Comment ils ont échappé aux orques, et aussi « Nous discuterons après un repas, dit Gimli. J'ai mal à la tête, et il est midi passé. Vous autres lâcheurs, vous pourriez bien faire réparation en nous trouvant un peu de butin dont vous parliez. De quoi manger et boire rachèterait un peu des griefs que j'ai contre vous. » Les hobbits montrent le chemin, et passant sous l'arche, ils arrivent à une large porte au sommet d'un escalier sur la gauche. Elle ouvre directement sur une grande salle où se trouvent d'autres portes plus petites à l'extrémité opposée et un âtre, ainsi qu'une cheminée sur un côté. La pièce est taillée dans le roc et elle avait dû être sombre auparavant car sans fenêtre, mais à présent, la lumière tombe de la voûte écroulée et du bois flambe dans l'âtre. « J'ai allumé un peu de feu, dit Pipin. Cela nous ragaillardissait un peu dans les brouillards. Il n'y avait par là que quelques fagots et la plupart du bois que nous avons pu trouver était mouillé. Mais il y a un grand tirage dans la cheminée, elle paraît monter en colimaçon à travers le rocher, et elle n'a heureusement pas été bloquée. Un feu a son utilité. Je vais vous faire des rôtis. Le pain est d'il y a 3 ou 4 jours, je crains. » Aragorn et ses compagnons s'assirent à un bout de la longue table, et les hobbits disparaissent par une des portes intérieures, avant de revenir chargés de plats, de bols, de tasses, de couteaux et de nourritures diverses et variées. « Voulez-vous du vin ou de la bière ? Il y a un tonneau là-dedans qui est très passable, et voici du porc salé de première qualité. Ou je peux peut-être couper quelques tranches de lard et vous les faire griller si vous voulez. » Souvenir. Hein. Je regrette qu'il n'y ait pas de légumes verts. Quel dommage. Les livraisons étaient quelque peu interrompues ces derniers jours. Je ne puis rien vous offrir ensuite que du beurre et du miel pour votre pain. Êtes-vous satisfait ? Certes, oui. Je vous en veux déjà moins. Petit throwback juste pour nos auditeurs à notre marathon Seigneur des Anneaux avec les repas du film. Les repas inspirés. Les repas du film en même temps. C'est-à-dire ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Hein. Ouais. Ça fait longtemps. Mais je crois que si vous voulez vous mater les 3 films et avoir des repas qui correspondent à ce que les héros mangent, c'est possible. Le lapin tombe au bon moment. Là, c'est plus ou moins le 4 heures avec un peu de porc salé. Et puis toujours le fameux moment dans Le Retour du Roi,
lors de la chevauchée de Faramir, les petites tomates, Les petites tomates. Ah oui, il toutes faut- saignantes. il faut croquer la tomate et avoir le jus qui tombe sur Ah ouais, c'était chouette, il y a vraiment moyen de... Si vous pouvez avoir un échanson à côté de vous qui chante une chanson dramatique sur des temps anciens. Mais Fix nous le fait toujours. Il se met à genoux, il est là. Dans ma petite tunique de gardien du Gondor. Son petit déguisement d'enfant. Les trois sont bientôt tout occupés à leur repas et les deux hobbits s'attablent sans vergogne pour un deuxième service. Et maintenant, cela va être le tour du second petit déjeuner. Leur insatiabilité ravit et ne surprend guère leurs hôtes, surtout après les péripéties et jours de famine qu'ils ont dû connaître durant leur captivité. Ils paraissent avoir déjà bien repris leur force en tout point. Oui, vraiment, dit Gimli. Je jurerais que même vous avez tous les deux grandi, si la chose est possible. En tout cas, ce Sylvebarbe, lui, ne vous a pas affamé. Ah non, dit Merry. Mais les Ents boivent seulement, et la boisson ne suffit pas au contentement. Les boissons de Sylvebarbe ont beau être très nourrissantes, on ressent le besoin de quelque chose de solide. Ainsi, vous avez bu des eaux des Ents, dit Légolas. Dans ce cas, il est vraisemblable que les yeux de Gimli ne le trompent pas. On a chanté d'étranges chansons sur les boissons de Fangorn. Mais dites-nous en plus sur les Ents. Merry cherche ses mots pour lui décrire les gardiens de la forêt, les pasteurs, comme FX nous l'avait appris, les bergers de la forêt. Il ne sait par où commencer, se perdant dans une description des yeux de Sylvebarbe, cherchant à retranscrire le plus fidèlement ce qu'il avait perçu à travers le regard si profond de cet être ancien. C'est sans compter sur Gimli, plus prosaïque, qui souhaite reprendre le récit de leurs aventures à partir de l'Amon Hen, où leur communauté avait été divisée. Mais ce que le nain désire par-dessus tout, maintenant qu'ils ont tous fait bonne chère, c'est de s'installer confortablement à l'extérieur pour fumer de la bonne herbe à pipe, tout en écoutant les aventures des braves petits de la comté. Ayant perdu sa pipe dans la Moria, il s'en voit offrir une par Pipin, qui la gardait aussi précieusement dans sa poche qu'un anneau magique. Ils échangent entre eux de bonnes feuilles de longoulet, les meilleures de la comté, et s'étonnent d'en avoir trouvé dans ses ruines, entre autres trésors du garde-manger de Saruman. Ah ah. Vous vous souvenez peut-être Petit filou. du tout premier épisode où nous parlions de ces fameuses feuilles d'herbe à pipe. Et également, je vous avais déjà évoqué à cette époque-là que nous en retrouverions chez Saruman, Ouais. alors que Saruman pourtant semblait plutôt contre l'utilisation de l'herbe à pipe. Il en avait notamment reproché l'utilisation à Gandalf, Ouais. car d'après Saruman, justement, l'herbe à pipe ralentissait l'esprit et bloquait les facultés de réflexion, ce qui pour Gandalf est tout l'inverse. Et on va voir aussi que d'autres personnages vont s'inquiéter du fait qu'on retrouve ce tabac. Ben, c'est ça qu'il se demande brièvement, mais il se pose un peu la question Ouais. sur la présence de ces herbes dans le garde-manger de Saruman, car elles étaient certainement réservées à son usage personnel, mais de là imaginer qu'il puisse commercer avec la comté, voire même se rendre aussi loin pour s'en procurer, eh bien ça les intrigue grandement. Elle est bonne, dit Merry. Que pensez-vous de cela, mon cher Gimli? Les barils portent la marque de fabrique de Sonnecor, clairement inscrite. La meilleure. Qui aurait cru que nous en fumerions ensemble ici? Il rit de bon cœur et Gimli, ravi d'avoir trouvé ce réconfort ainsi que ceux qu'il croyait perdus, oublie le peu de grief qu'il avait pu feindre d'avoir à l'encontre des semi-hommes. Assis dehors, sur leurs pierres entassées devant la porte, ils peuvent voir au loin dans la vallée les brumes se levant et s'en allant, portées par la brise, et l'espace d'un instant, ils se sentent légers, victorieux et satisfaits. Ensemble, au soleil, à fumer et savourer un moment de qualité en bonne compagnie. Moment de si grande qualité qu'Aragorn revêt son vieux manteau gris, sa capuche, et s'installe jambes tendues, adossé à une pierre, dans une position semblable à celle qu'il adoptait lorsqu'il fit la rencontre des hobbits à l'auberge du Poney Fringant, dans l'espoir de somnoler quelque peu. « Regardez, dit Pipin, Grandpa le rôdeur est revenu. » « Mais il n'est jamais parti, dit Aragorn. Il rit, profite encore de quelques instants de silence à fumer au soleil, et entame enfin le récit de leur périple. « Eh bien, tout commence par mon réveil dans le noir, attaché dans un camp d'orques, dit Pipin. Voyons, quel jour sommes-nous ? Nous sommes le 5 mars selon le calendrier de la comté, dit Aragorn. Pipin calcule alors sur ses doigts. Oh, il semblerait y avoir 1 an que nous fûmes faits prisonniers. Enfin, bien que la moitié ait été comme un mauvais rêve, je compte que 3 horribles journées suivirent. Là-dessus, il se lance dans le récit du dernier combat de Boromir et de la marche des orques d'Emyn à la forêt. Les autres hochent la tête, comme les différents points s'accordent avec leurs hypothèses.
Aragorn en profite pour leur rendre les trésors qu'ils avaient semés sur leur route, les poignards elfiques, ainsi que la broche elfique de la cape de Pipin. Ne souhaitant pas revivre ces douloureuses et fiévreuses journées de course à dos d'orques, les hobbits éludent bon nombre de détails sur leurs ravisseurs, mais ne peuvent tout de même s'empêcher de leur décrire le moment de leur évasion des mains tripoteuses de l'horrible Grishnak. Oui, tous ces détails sur les orques de Barad-dûr, ou Lugburs, comme ils l'appellent, cela m'inquiète bien fort, dit Aragorn. Le Seigneur Ténébreux en sait déjà trop, et ses serviteurs aussi. Grishnak a évidemment envoyé un messager de l'autre côté de la rivière, après l'affrontement. Le grand œil regardera du côté de l'Isengard. Mais en tout cas, Saruman se trouve dans une impasse. Nous avons d'ailleurs aperçu ce vieux scélérat à la lisière de Fangorn il y a 5 nuits, dit Gimli. Voyons voir, dit Merry. Il y a 5 nuits. Nous en venons à une partie de l'histoire dont vous ne connaissez rien. Nous avons rencontré Sylvebarbe le matin après la bataille, et nous avons passé cette nuit-là dans sa maison. Le lendemain, nous sommes allés au Cercle des Ents, une sorte de grande réunion d'Ents, si vous voulez. La chose la plus étrange que j'ai jamais vue de ma vie. Merry explique le dénouement de cette réunion. Après 2 nuits, en fin d'après-midi du 3e jour, les Ents avaient soudainement éclaté. Ils s'étaient mis à chanter et à marcher. Certaines paroles disaient ceci. « Bien qu'Isengard soit dure et forte, imperméable à toute approche, allons, partons. Partons en guerre, brisons la porte, fendons la pierre. » Et chanter, ça devrait faire quelque chose comme ça, effectivement. Mais une grande partie de leur chant était sans parole. Et Merry explique à quel point cela était très excitant. Ils avaient marché en direction d'Isengard, et Merry avait remarqué à un moment que la forêt les suivait. C'étaient les Huorns, des Ents devenus presque comme des arbres, du moins en apparence. Ils ont un grand pouvoir, ils peuvent s'envelopper d'ombre, il est difficile de les voir bouger. Mais s'ils bougent, ils peuvent le faire très rapidement s'ils sont en colère. Donc voilà, c'est ce qu'on avait... La confirmation de l'épisode précédent. Ouais, j'avais déjà évoqué cette partie-là du récit, effectivement. Donc, et c'est un sort de niveau combien, ça Et vous allez voir que plus tard, c'est même encore plus impressionnant, parce qu'il y a des moments... mais Pipin va décrire des moments où ils le font devant eux, et ils ne les voient plus instantanément. Donc c'est vraiment un aspect étrange des arbres. Hein. Ouais. C'est vraiment bizarre, quoi. Mais c'est un sort de niveau 5, illusion, et tu dois quand même lancer un D20 pour que ça marche. Et fixe, comme ça, tu sais. Ouais. Ça marche, parfait. C'est drôle, ils ont cette capacité à se déplacer presque comme des... C'est pas vraiment des esprits, mais vraiment à ne plus être vus, quoi. Ouais. Et donc... Tu vois, donc vous disiez que peut-être la magie des arbres avait disparu de ce monde, mais peut-être qu'elle est juste sous forme gazeuse, sous forme d'une ombre noire encore présente ici. La brume le matin. Après, si peut-être que c'est la rosée du matin, d'une certaine manière. Si on part du principe... Ils ont l'air immortels, hein, les Ents, en quelque sorte, si on les laisse tranquilles. En tout cas, ils deviennent des Huorns. Ils deviennent des arbres. Mais ce qui compte, ce ne sont pas les Ents, c'est immobiles. l'esprit des Ents. C'est ça qui est le plus important, Cyril. Merci. On partira à la recherche de Sylvebarbe quand nous serons en Nouvelle-Zélande. Oh oui. Mais donc Merry continue la description de ces Huorns, et il dit qu'ils ont encore une voix, et qu'ils peuvent parler aux Ents. Alors, ils ont marché jusqu'à la tombée de la nuit vers Isengard, et l'ont aperçu peu avant minuit. Une lueur filtrait par une fenêtre haute de la tour, mais c'était tout ce qu'ils savaient voir. Sylvebarbe a continué d'avancer tout doucement avec quelques autres Ents, jusqu'à ce que les grandes portes soient en vue. Pipin et Merry les accompagnaient, assis sur les épaules de Sylvebarbe. Les Ents étaient prudents et patients, retenant leur souffle et tendant l'oreille. Puis tout d'un coup, il y eut un formidable branle-bas. Des trompettes sonnèrent et les murs d'Isengard retentirent d'écho. C'était l'armée de Saruman qui partait en guerre. Isengard fut vidé. Merry et Pipin virent partir l'ennemi, des files interminables d'orques en marche et des escadrons montés sur de grands loups. Il y avait des troupes d'hommes aussi. La plupart étaient ordinaires, plutôt grands et bruns, mais il y en avait d'autres qui étaient horribles. Ils avaient une taille d'homme, mais un visage de gobelin, le teint cireux, les yeux louches et la mine hagarde. Merry rajoute qu'ils ont aussitôt fait penser à cet homme du Sud qui était à Brie. Aragorn approuve, il affirme avoir eu affaire à beaucoup de ces semi-orques à la gorge de Helm. Il en déduit que l'homme du Sud était un espion de Saruman, mais qu'il ne saurait dire s'il travaillait avec les cavaliers noirs ou au seul profit de Saruman. C'était Bill Fougeron, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Non, c'était pas Bill Fougeron, c'était l'ami de Bill Fougeron. Ah d'accord. Ouais. C'était un semi-orc étrange. Donc effectivement, des semi-orcs, encore, voilà, on
on les retrouve. Ils ont l'air quand même de faire pas mal partie du paysage, des créatures en En terre tout du cas, milieu. les hangars, ouais. Ouais. C'est ce qu'a décidé de faire Peter Jackson avec ses Urukai, du coup, plutôt que de parler de semi-homme orc. Il a clairement, je pense qu'à mon avis, c'est ça qu'il a dû faire, c'est de se dire, les Urukai, ça va être une race à part, qui est plus, qui a plus les traits d'un homme, voire d'un elfe. Je crois qu'à mon avis, c'est ça qu'il a Les fait. Urukai sont une race à part. même dans les livres, Attends. hein. Est-ce que tu penses que là, quand il parle des semi-orcs, il parle des Urukai? Non, je pense juste que ce que Peter Jackson a fait, c'est qu'il, voyant cette appellation de semi-homme et ce qui en était fait, il s'est dit, pour rendre la menace encore plus évidente et pour vraiment bien distinguer des hommes et des orques, je vais créer cette espèce de Uber-orc. Oui, c'est ça. Et du coup, avec les attributs un peu qui sont décrits là, parce qu'ils ont un aspect beaucoup plus humanoïde que gobelin. Là, tu me donnes le doute, parce que les Urukai existent même dans le livre. Ils sont En fait, les Urukai, dans les livres, ce sont des orques. Oui, non. Parce que là, tu vois, dans le film, les Urukai, c'est vraiment une race totalement à part, où c'est des elfes qui ont été pervertis par le pouvoir de Non, mais Sauron. ils sont quand même un peu à part, même dans les livres, les Urukai. Ils sont plus grands, ils le disent, ils ont des visages qu'ils n'ont pas encore vus, ils le décrivent quand ils le voient dans la forêt, ils ne les connaissent pas, ces orques-là, et ils sont plus grands, ils résistent au soleil. Et on dit souvent des Urukai d'Isengard. D'Isengard. Et ils sont visiblement un mélange entre des hommes et des orques. Du coup, est-ce que ces semi-orques Non, je ne pense pas. seraient les Urukai? Non, je pense que c'est deux choses différentes. On est d'accord. Enfin, je crois que c'est un peu comme on le pensait juste avant cette discussion. Oui, non, parce qu'en plus, il y a les Urukai. Ils ont été pris captifs Ouais, par eux. oui, par eux, donc en fait ils connaîtraient. Oui, c'est ça, ils Donc, il y a connaissent trois bien. choses en fait. Il y a les orques de base et les Urukai qui sont des orques effectivement, mais Améliorés. améliorés. Comme dans les visiblement- films, même si c'est pas vraiment le même croisement. Visiblement, ouais, parce que dans les films ils disent que c'est Ils en un font plus croisement quelque avec- chose dans les films, en fait, c'est ça. Ils en font un croisement avec les gobelins, ce qui est complètement absurde puisque les gobelins sont des orques. Donc Ouais. D'ailleurs, grosse erreur pas dans de le différence. Hobbit d'avoir fait les gobelins de cette façon si différente. Ouais. Bon, ça, mais bon, c'est ça, soit. c'est un autre débat, mais effectivement, donc, dans les films, ils sont croisés avec des gobelins, ce qui n'a pas de sens, mais du coup, dans les livres, il est dit que ce sont des orques croisés avec des hommes, mais il y a en plus les semi-orques qui sont, eux, visiblement vraiment des... C'est un pour le coup, croisement. des on croisements, a- Un mais vrai plus, croisement. mais, ouais, mais mais- plus naturels, visiblement, je pense. Oui, mais Sans vouloir vous choquer. Vous n'avez pas vu le geste de Cyril, mais oui, on a compris ce que tu veux dire par naturel. Plus naturels. Non, mais ça pose question. De toute façon, on n'aura pas vraiment son autre réponse. Mais, ouais, Non, mais en tout cas, vrai c'est que- sûr que les Urukai dans les livres sont quand même des créations de Saruman. D'accord. Enfin, en tout cas, ceux d'Isengard, une sorte de création étrange et hybride, inspirée de Sauron, même qu'il est dit à un moment. Donc Sauron l'a fait aussi, apparemment, mais voilà, c'est. Saruman ne fait que copier Donc, il y ce a qui se fait dans la tour sombre. Donc il y a trois choses, quoi. Bon, c'est Ouais. un peu particulier. Mais effectivement, donc là, Aragorn, en tout cas, Merry parle de semi-orques, vraiment, là, Mhm. pour le coup, des orques qui se seraient reproduits avec des humains. Bon, je ne sais pas ce qui se passe Oui, à passons à la Isengard. suite, j'ai pas envie d'avoir cette image en Tu avais tête plus dit la longtemps. semaine dernière qu'il y avait des maisons comme ça, closes dans le J'ai mur pas dit d'Isengard. close, j'ai juste dit maison. Oui, mais moi je rajoute close. Alors on peut imaginer ce qui se passe là-bas lors des petites booms privées Avec Saruman le multicolore qui fait la boule à facettes. avec les hommes de Duneland et voilà, bon. Bon, voilà. Merry continue son récit. Il décrit comme l'armée paraissait énorme, 10 000 hommes au bas mot. Ils chantaient tous d'une voix éraillée et ils riaient, faisant un abominable boucan. Merry s'inquiéta pour le Rohan, mais Sylvebarbe, lui, ne bougea pas. Il dit simplement « C'est avec Isengard que j'ai affaire cette nuit, avec le roc et la pierre. » Donc, il veut peut-être aller à un concert de rock dans les... Oui, tout à fait. Désolé. Je me laisse emporter par la... C'est bien, Ouais. tu essayes. Désolé, bon bref. Mais il a affaire avec le roc, la pierre et la pierre. Bon, dès que Saruman eut envoyé toute son armée, Sylvebarbe déposa les hobbits et s'avança aux portes, puis il se mit à cogner avec force, appelant Saruman. Il n'y a eu aucune réponse, à part des flèches et des pierres lancées du haut des murs. Mais les flèches ne peuvent rien contre des Ents. Elles ne font que les rendre furieux. Et quand Sylvebarbe eut reçu assez de flèches, il commença à s'échauffer. Il lâcha un cri, et une douzaine d'autres Ents arrivèrent à grandes enjambées. Merry ajoute qu'un Ent en colère est terrifiant à voir. Leurs doigts et leurs orteils se figent sur la pierre, et ils la réduisent en miettes comme une croûte de pain. C'est comme voir le travail que font les grandes racines d'arbres en un siècle, condensées en l'espace de quelques instants. Leurs bras et jambes poussaient et martelaient, secouaient et arrachaient. En 5 minutes, ils avaient fini de réduire les portes à l'état de décombres, et certains commençaient déjà à ronger les murs comme des lapins dans une sablière.
Merry ignore ce que Saruman a cru qu'il se passait chez lui, mais en tout cas, il n'a pas su comment l'affronter. Il se demande d'ailleurs s'il fut un jour assez puissant pour affronter une armée d'Ent. Aragorn répond par l'affirmatif, en rappelant que Saruman était autrefois aussi grand que sa renommée le proclamait. Son savoir était profond, sa pensée subtile, et ses mains merveilleusement habiles. Et il avait un pouvoir sur l'esprit des autres. Il savait persuader les sages et se faire craindre des gens plus modestes. C'est d'ailleurs un pouvoir qu'il conserve encore aujourd'hui, assurément. Il est peu de gens en terre du milieu capables, selon Aragorn, d'y résister. S'il devait lui parler seul à seul, même après la défaite qu'il vient de subir. Gandalf, Elrond et Galadriel peut-être, dès lors que sa méchanceté a été mise à nu, mais bien peu d'autres. Mais Pippin rassure Aragorn. Saruman a semblé réussir à amadouer les Ents fut un temps. Mais aujourd'hui, Pippin en est sûr, jamais plus il n'y parviendrait. Et d'ailleurs Pippin pense que Saruman ne les a jamais compris, et qu'il a fait l'erreur monumentale de les exclure de ses calculs. Il continue le récit de la bataille. Dès le début de l'assaut des Ents, les quelques rares qui demeuraient à Isengard ont commencé à détaler par tous les trous que les Ents faisaient. Ces derniers ont laissé partir les hommes après les avoir interrogés. Mais Pippin ne croit pas qu'il se soit échappé bien des orques de quelque taille ou espèce, car les Huorns avaient déployé un bois complet tout autour d'Isengard. Donc là, on peut imaginer, il y a vraiment une forêt qui s'est mise tout autour des murs d'Isengard. C'est assez énorme. Les Ents venaient de démolir une bonne partie des murs au sud, et Saruman se retrouvait esselé. Il tenta alors de s'enfuir. Il faillit y arriver, mais les étoiles étaient bien assez claires pour que des Ents soient capables de le voir, et Vif Sorbier, attisé par sa haine envers Saruman, s'élança pour le rattraper. Malheureusement, ce dernier arriva à atteindre la porte d'Orthanc et put s'y réfugier. Maintenant, à l'abri de sa tour, il ne tarda pas à actionner les rouages de sa précieuse machinerie. Soudain, montèrent des flammes et des vapeurs nauséabondes. Tous les puits et les conduits se mirent à souffler et à cracher dans la plaine. Plusieurs Ents furent roussis et leur peau cloquée. L'un d'entre eux, Osfayard, un très grand Ent, de belle allure, se fit surprendre par un jet de flamme liquide et brûla comme une torche. Un spectacle horrible. Donc ça, si vous avez vu les films, peut-être qu'il y a une petite référence avec moi. Ouais. J'ai toujours cette image de l'Ent qui prend feu et qui plonge sa tête plonge dans sa l'eau. tête. Surtout le- qu'on le ouais. voit d'abord sur quelques plans avant, il se fait incendier par Ouais. des flèches enflammées. Ouais. Et puis 30 secondes après, on le voit, il est toujours en train de flamber. Peut-être que c'est Osfayard qui Toujours l'attention aux détails dans ce genre de film, c'est tout tellement agréable. En tout cas, ici, c'est vraiment différent que dans le film, puisqu'effectivement, il n'y a plus vraiment d'armées qui sont présents à Isengard, Hmm. plus que quelques restes d'or qui fuient. Bah, dans le Et, film, c'est ça aussi. bah, hein, ceux ils qui- sont ceux qui vraiment tiennent la pas boutique, beaucoup, en fait. Bon, on en voit, mais on en voit puisqu'ils se battent un peu contre les Ents. Ici, il n'y a pas vraiment de grande résistance des orques, c'est plutôt Saruman qui déclenche des pièges, Hmm. en tout cas qui fait monter du feu et des fumées nauséabondes du centre de la Impressionnant. Terre. Quoi. Ouais. Donc voilà. Les Ents devinrent fous à l'attaque de Saruman et c'était ahurissant. Ils rugissaient et grondaient au point que les pierres commencèrent à se fissurer et à tomber au seul bruit qu'ils faisaient. On peut imaginer le boucan des Ents. Oh là là. Tout autour du rocher d'Orthanc, les Ents tournoyaient comme un vent déchaîné, brisant les colonnes, jetant une avalanche de roches dans les puits, lançant d'immenses dalles de pierre en l'air, comme si c'étaient des feuilles mortes. Tout fut détruit, sauf la tour d'Orthanc, qui resta intacte. Peut-être grâce à une sorte de magie, plus vieille et plus forte que celle de Saruman. Alors, Sylvebarbe s'avança au milieu de l'anneau et lança un grand cri. Un silence de mort s'abattit soudain, et au milieu de ce silence, ils entendirent un rire strident, sortant d'une fenêtre haute de la tour. Ce rire eut un curieux effet. Les Ents, tantôt bouillants de rage, devinrent tout à coup très froids, durs comme la glace, et silencieux. Sylvebarbe les rassembla et leur exposa un plan mûri longtemps auparavant dans sa vieille tête. Puis, ils ont, à un moment, disparu, explique Pippin. Sans un son, dans la lumière grise, car à ce moment, le jour se levait enfin. Et ça, c'est vraiment texto ce qui est marqué dans le texte. Donc vraiment, Pippin décrit la manière dont les Ents autour de lui disparaissent. Et le soleil se lève, les Ents sont présents donc autour de lui à Isengard et ils disparaissent. Et en fait, ils sortent du cercle et ils vont faire d'autres activités, je vais vous expliquer, mais vraiment. On fait du kayak. Mais vraiment, sans un son, Pippin décrit qu'il ne peut pas les voir. Parce qu'il dit, donc, ils décidèrent de monter la garde aux abords de la tour, croit Pippin, mais ils étaient si bien cachés dans l'ombre, si immobiles, qu'ils n'arrivaient pas à les voir. Hmm. Donc vraiment,
c'est fou quoi. Des Ents on peut se dire, on peut pas les rater. c'est Et ben drôle. en fait, quand ils sont dans l'ombre, dans cette ombre qu'on a déjà décrite plusieurs fois, on ne peut pas les voir. Mais est-ce qu'on perçoit des. Enfin, je sais pas, je te demande pas d'avoir la réponse, mais est-ce qu'ils perçoivent des branches, mais juste que ils vraiment se fondent un peu comme un caméléon, ou c'est juste vraiment tout d'un coup, ça devient flou. Enfin, c'est fou, moi je C'est trouve à ça l'appréciation, j'imagine, du lecteur. Ouais. En tout cas, comme Pipin le décrit, c'est vraiment instantané. Donc d'un coup, le soleil se lève et il les voit plus. Et il décrit ça comme c'est quand ils sont cachés dans leur ombre et si immobiles. Donc vraiment, c'est un truc où ils sont... Ouais, bah s'il y en a qui ont des auditeurs ou auditrices qui ont des petits passages, des petits bouts de texte d'autres livres, n'hésitez avec pas à nous les plaisir. envoyer, qu'on ait des réponses qu'on puisse apporter. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un pouvoir que j'ignorais. En tout cas, que j'avais complètement zappé, moi aussi, oublié. absolument. Ouais, ça fait partie les des choses et aussi les que j'ai joueurs. complètement oublié, alors que j'ai quand même lu, Ouais. ne serait-ce que 2 fois. Je n'avais aucun souvenir de ça. Ouais, On ouais. n'a jamais parlé de ça avec un ami, un pote, Non. ou pendant qu'on Non, regardait non. les films. Quoi. Moi, je pense, Non. il y a toujours plein de trucs que t'as entendu quelque part, Ouais, ouais. ou qui te Ouais. semblent normal. pas du quoi. tout. Et là, je suis en mode, what the- Eh bien voilà, un nouveau pouvoir, comme ça, vous pourrez encore vous la péter en Ils soirée. sont vachement cheatés, hein, les Ents. tout de Les même. Ents, les Huornes peuvent disparaître, Si on visiblement. fait du roleplay, c'est dans des anneaux, moi je prends un Ent, hein, qu'on se le dise. Alors les autres Ents, continue Merry, partirent vers le nord. Ils s'affairèrent toute cette journée-là sans jamais se montrer. Et Merry décrit cette journée comme une journée très ennuyeuse, parce que les hobbits passèrent le plus clair de leur temps à chercher de quoi manger. Et ils étaient tout seuls, visiblement, les Ents ayant disparu. Dans l'après-midi, ils firent un grand tour du cercle pour avoir une meilleure idée de ce qui se passait. Ils virent un grand bois de Huorn qui assombrissait l'entrée de la vallée, et qu'un autre bois se trouvait près du mur nord. Merry et Pipin n'osèrent pas entrer dans le bois, mais ils entendaient des grondements, et à l'intérieur, comme des choses que l'on déchire et arrache. Les Ents et les Huornes étaient occupés à creuser de grandes fosses et de larges tranchées. Ils créaient des bassins et des digues de manière à rassembler toutes les eaux de l'Isen, ce fleuve qui passe par là. Et non, qui prend la source en fait à Isengard d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils voulaient aussi rassembler la source de tous les ruisseaux et les sources qu'ils pouvaient trouver. Sylvebarbe avait pour projet d'inonder à la nuit tombée tout l'Isengard pour le laver de ses souillures. C'est alors qu'ils entendirent le son d'un cavalier montant rapidement dans le chemin. Il faisait déjà noir, mais Pipin pouvait tout de même voir clairement le visage du cavalier. Il semblait resplendir, et tous ses vêtements étaient blancs. Il se rassoit tout bêtement pour le regarder, bouche bée, et essaie de crier, mais il n'en est pas capable. C'est évidemment Gandalf. Pipin s'attend à ce qu'il les retrouve avec bonheur, mais au lieu de ça, le magicien s'exclame « Debout, espèce de vieux touc sans cervelle! Où est Sylvebarbe dans tout ce champ de ruines pour l'amour du ciel? Il faut que je le voie, vite !» Et Sylvebarbe, qui s'était caché à son arrivée, sort alors de son ombre et accueille le magicien avec bonheur. Donc voilà encore une fois petite insertion par rapport à la capacité de Sylvebarbe de se cacher, parce qu'effectivement, juste avant que Gandalf arrive, Pipin et Merry sont ensemble et parlent à Sylvebarbe, et quand Gandalf arrive, Sylvebarbe s'efface. Et même Gandalf ne le voit pas. Donc Ouais, trop drôle. vraiment, c'est vraiment puissant, quoi. Donc Sylvebarbe sort, il accueille le magicien et il demande de l'aide à Gandalf. Mais ce dernier rétorqua que c'est lui qui avait besoin d'aide. En effet, il avait 10 000 orques sur les bras dont il devait s'occuper. Et donc ça, si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, Gandalf disait qu'il avait été à Isengard la veille, Ouais, du c'est moment ça, ouais. de la bataille, et c'est pour ça, en fait. Il a été voir Sylvebarbe pour lui demander l'aide des Huornes, en fait, qui sont arrivés à Isengard par la suite. Ouais. Au gouffre de Helm, tu veux dire. Au gouffre de Helm par la suite, effectivement. Mais du coup, la scène du film, qui a toujours semblé un peu absurde à beaucoup de gens, prend tout son sens quand tu lis bien tout ce Quelle passage. scène? Bah, quand les Huornes arrivent au bout de, Ouais. au bout de la combe, enfin en tout cas de la plaine qu'il y a devant, Oui, bien sûr. où tout le monde est là en mode, enfin les arbres, ils marchent. En Ouais, mais plus, c'est quand juste tu- qu'on l'explique Oui, jamais dans les films, mais effectivement. Mais c'est vrai qu'ici, en soi, ça fait. C'est mentionné en une phrase par Sylvebarbe, 1 heure plus tôt dans le film, donc c'est vrai Ouais, que c'est un ouais, peu ouais. léger. Mais donc, Gandalf et Sylvebarbe allèrent s'entretenir en secret, et lorsque Gandalf revint vers les hobbits, il paraissait joyeux, et il leur dit enfin qu'il était content de les voir. Enfin. Ah, ça va. Mais Gandalf, s'écria Pipin, où étiez-vous? Avez-vous vu les autres? Où que j'ai été, je suis revenu, répondit-il à sa manière typique. Oui, j'ai vu quelques-uns des autres,
Mais les nouvelles devront attendre. Prenez soin de vous et restez à distance d'Ortanque. Adieu. Ah, il arrive, il demande de l'aide, il se casse. Exactement. Ouais. C'est celui du grand Gandalf. En temps de guerre... Il arrive toujours à l'heure prévue. Il a pas le temps, en même temps, il a fait ça quoi en un jour Ouais. Non, il a pas le temps de parler plus que ça, mais il a quand même le temps d'encore envoyer une petite claque à Pipin. Crétin de tout. Ça, il a toujours le temps pour en placer une. Silverbarb était longtemps resté songeur après le départ de Gandalf. Il avait appris beaucoup de choses en un peu de temps. Je m'aperçois que vous n'êtes pas aussi irréfléchi que je l'avais pensé. Vous en avez dit beaucoup moins que vous n'auriez pu, et pas plus que vous ne le deviez. Voilà tout un paquet de nouvelles, sans aucun doute. Eh bien, maintenant, Silverbarb doit se mettre de nouveau au travail. Je crois que c'est toi qui avais parlé de cette fameuse phrase des Hobbits, comme quoi ils étaient... Dans des épisodes précédents, on parlait de la finesse des Hobbits au final, même si évidemment Ouais. Merry et compagnie ont leur tort, mais enfin Pipin. Mais qu'il y a une phrase à un moment dans le livre où, ben voilà, c'est exactement celle-là en fait, qu'ils ont été très fins en fait, qu'ils ne disent pas. Mais non, je pense que c'est quand on parlait en fait. C'est par rapport C'est quand ils sont. quand il est avec Grishnak. Ouais, Et en fait, exactement. ils arrivent à manipuler Grishnak. C'est ça, voilà. En donnant les bonnes informations pour que Grishnak Ne les tue pas et en pas. même temps les garde, mais sans qu'ils sachent où est l'anneau. etc. Enfin, Exactement. voilà. Et du coup, je pense qu'ici Silverbarb lui fait un peu le compliment de ça en disant pas mal. En fait, Mais vous je me arrivez demande si à- c'est pas une espèce de chance insolente qu'ils ont. C'est que, en fait, ils en savent juste assez pour être dans de bonnes conditions, ou les moins pires, mais pas trop, parce que sinon, ils diraient tout. Non, je suis pas sûr. Et que... Ouais, En tu tout penses cas, que ils c'est ont- vraiment... Je crois qu'ils sont intelligents parce que Ouais. justement avec Grishnak, ils le font vraiment exprès. Ils décèlent vraiment les informations exprès. Et même, tu sais, ils imitent Gollum à un moment, en mode très, très farceur. En Et mode, il dit- je sais pas si c'est dans le film ou quoi, mais il dit ne leur dis pas, sinon dès Et qu'ils le savent, Dans nous le sommes film, morts. il le dit aussi. Oui, ouais. mais même dans le livre, et puis comme ça au milieu de la conversation, je crois que c'est Pipin en mairie qui commence à faire Gollum pour évoquer l'idée à Grishnak sans dire un mot quoi. Je m'étais Donc posé c'est la très, question justement par rapport à ça. Ils sont tous les deux au courant, Merry et Pipin, que Gollum a Ouais, possédé ouais, l'anneau oui, pendant oui, des bien années. sûr. Ils connaissent Ouais, toute ouais. l'histoire Oui, ils aussi. connaissent l'histoire, ouais. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils utilisent Gollum comme. Mais ils étaient présents alors au conseil, ça je me souviens plus, alors qu'on l'a traversé. Ils étaient présents au conseil d'Elrond où on parlait de toute l'histoire de l'anneau et de Je ses crois que c'est plutôt le porteurs. fait que Bilbon racontait beaucoup plus ce genre d'histoire que ce Ouais. qui n'est présenté dans le film. On avait parlé de ça, je pense. Qu'en fait, ces histoires-là étaient connues de tous, Ouais. que les Hobbits connaissaient, cette histoire d'énigmes, etc. Ah oui. Enfin, en tout cas, je pense... Oui, parce que Peut-être même pas cette histoire spécifique, mais on s'était fait la réflexion. C'est même en sûr fait. parce que je pense que Sam a fait la déduction que c'est Gollum qui les suit quand ils sont sur le Oui. fleuve de l'Anduin parce qu'il se dit ouais c'est Gollum, c'est celui qui avait possédé l'anneau, D'accord. etc. Ils le savent et C'est d'ailleurs ça que- il l'utilise comme ça dans une conversation au milieu de galère Ouais. face à Grishnak en 2 secondes. C'est C'est vrai que même Merry avait déjà capté que l'anneau avait des propriétés particulières, Ouais, ouais. vu qu'il l'avait aperçu. Ça, c'était dans les tout premiers chapitres de la communauté de l'anneau, où il raconte qu'il avait vu Bilbon disparaître. mettre sa main à la poche, sortir un petit objet brillant, un anneau en fait, et qu'il avait disparu parce que les saquets de besace apparaissaient Ouais. dans les parages. Ouais. Et que c'est là qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose d'étrange. Non mais Un subterfuge. ils sont farceurs et Gandalf a tendance à prendre Pipin pour un con mais en vrai Ils sont moins boulets que dans les films. vraiment moins. Ouais. Mais Pipin parle énormément et pose beaucoup de questions. Ah, ça ils les adorent. Ça lui jouera les tours. Donc à partir de ce moment-là, les Hobbits pensaient beaucoup plus à leurs 3 compagnons que à Sam et Frodon ou le pauvre Boromir. En effet, une grande bataille approchait, et ils pourraient ne pas en revenir. Les Huornes seront d'un grand secours, dit Silverbarb. Donc voilà, c'est peut-être ça la fameuse phrase qu'on entend dans le film. Mais avant de partir, Silverbarb dit que les Huornes vont beaucoup aider au gouffre de Helm. Et enfin, il s'en alla. Les Hobbits passèrent alors la nuit sur un rocher, voyant et entendant passer des centaines de Huornes qui apportaient leur aide à la bataille. Plus tard, il y eut un grondement et un éclair au sud, vers le Rohan. Les cimes des montagnes à des milles de là étaient durant un instant éclairées tout entières avant de disparaître aussitôt. Alors ça, je me suis vraiment posé la question, parce qu'il n'y a pas de magie de Gandalf ou quoi utilisée dans les livres. Est-ce que c'est l'explosion Oui. au gouffre de Helm de Silon? Pour moi, ça ne peut être que ça. C'est soit la brèche, mais en même temps, il y a aussi des éclairs. Quand la bataille commence, Ouais, ouais. il pleut et il y a des éclairs dans le ciel. C'est peut-être lié à la magie de Saruman, mais il y a aussi cette brèche dans le mur. Donc, Ouais. Parce qu'ici, il parle d'éclairs au sud. Donc, il faut savoir que que la bataille est au sud, et les montagnes sont à des milles au nord, Mhm. et donc tu as quand même les éclairs de la bataille, ou d'un orage, ou de l'explosion qui sont projetés sur les montagnes. Ouais. Il y a, je sais pas, on a la map là devant les yeux, nous personnellement, mais on a
je sais pas combien de... Bah surtout que c'est un peu dans une cuvette. Hein, Enfin, on a 72 km en fait, tu vas me dire. Donc, Ouais. oui, ça fait un espèce, on appelle ça un cirque dans les montagnes, c'est Ouais. un grand arc avec le métédras, etc. au-dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve l'image impressionnante. Quoi. Les hobbits qu'il posés n'y a là, aucune pollution visuelle dans Ouais, la Terre ouais. du Milieu. Tu peux facilement imaginer voir Ouais. la lueur d'une explosion ou d'un éclair aussi loin. Je trouve ça génial aussi le fait que ces hobbits s'emmerdent, sont couchés sur le dos, sur des rochers et regardent les montagnes et en fait entendent des éclairs et voient les. Non, mais ils participent dans un sens Oui. à cette bataille de très loin Mhm. et ça donne vraiment de la vie à Tu sens que l'univers est vivant, Ouais, c'est ça, même quoi. à 72 km. Les Ouais. actions des uns, elles touchent les autres aussi. Pas pour faire une référence avec la guerre de 40-45 ou quoi, ou même la 14-18, mais ça me donne moi cette impression de film de guerre justement où tu vois ces personnages se baladent et surtout des films sur le débarquement où ils se baladent, ils sont en chien, ils sont là en mode voilà il faut qu'on fasse ça et en fait t'as les combats, t'as la DCA au loin, ce qui donne cette ambiance incroyable et horrible dans un sens, mais Ouais. tu vois d'explosions et de bombardements sur Sainte-Mère-l'Église alors qu'eux ils sont 20 km plus loin, qu'ils marchent dans la boue. Non mais je trouve ça me donne L'univers est vraiment très vivant. ça me donne cette même sensation d'une vie et d'un chaos Mhm. complet autour de toi, c'est fort. Quoi. Si du moins, c'est bel et bien cette bataille que nous voyons sur ces montagnes. Il devait être environ minuit quand les Ents rompirent les barrages et déversèrent dans l'Isengard par une brèche du mur nord toutes les eaux rassemblées. L'obscurité des Huornes avait passé, et le tonnerre s'était éloigné. La lune disparaissait derrière les montagnes de l'ouest. L'Isengard s'était alors rempli de ruisseaux et de mares noires qui se déversaient dans quelques puits ou évents. De grandes vapeurs blanches s'élevaient en sifflant. Une grande spirale de vapeur s'enroula autour d'Ortang. Nous avons vu un nuage de fumée et de vapeur du sud la nuit dernière en arrivant à l'entrée de Nan-Curunir, dit Aragorn. Nous craignons que Saruman ne concoctât quelque sorcellerie à notre intention. Au matin, les hobbits se sont réfugiés dans un corps de garde à cause d'un épais brouillard suffocant qui ne devait d'ailleurs pas plaire à Saruman. Le lac commençait à déborder et remplir l'ancien tunnel. Ils pensaient être pris au piège avant de trouver un escalier en colimaçon menant à la surface. Ils sont ensuite restés là et ont assisté au spectacle. Les Ents ont continué de déverser de l'eau jusqu'à l'extinction complète des feux. Et enfin, le soir venu, un petit arc-en-ciel fit son apparition avant que les Ents ne renvoient Lisen dans son lit et que le cri des loups s'estompe. Depuis, l'eau est redescendue. La nuit, ils étaient seuls, pas un Ent en vue pour discuter. Il faisait froid et ils n'ont pas dormi. Saruman, lui, est toujours dans sa tour. La nuit, il y eut un grand bruit, probablement les Ents et Huornes qui revenaient. Tout paraît presque paisible maintenant que le tumulte est passé. Il y a une chose que je me demande, dit Gimli en allumant sa pipe. qu'est devenu Langue de Serpent? Tu as dit à Théoden qu'il était avec Saruman. Mais comment est-il arrivé là? Il n'est arrivé que ce matin, alors que Sylvebarbe venait leur apporter des nouvelles. Il n'y a plus de haches ni d'orques dans l'Isengard. Donc tu vois, il y avait quand même quelques orques qui restaient, parce que là il vient annoncer le fait qu'il n'y en ait plus. Et des gens arrivent du sud, des gens que les hobbits seront heureux de voir. À peine ces mots prononcés, qu'ils entendirent des bruits de sabots, et ils se précipitèrent à l'entrée pour y voir Grandpa et Gandalf à la tête d'une armée. Mais ce n'était qu'un homme tordu qui semblait stupéfait des dégâts. Mais avec des mains très douces. Il cria quand il les vit et voulut fuir, mais Sylvebarbe l'attrapa et le souleva de sa selle. Il dit s'appeler Grima et vient avec un important message du roi Théoden pour Saruman. « Personne d'autre n'osait chevaucher en ce terrain découvert si plein d'immondes orques, dit-il. C'est pourquoi on m'a envoyé. J'ai fait voyage périlleux, j'ai faim et je suis fatigué. J'ai dû fuir vers le nord, loin de ma route, car j'étais poursuivi par des loups. » Oh là là. Les hobbits ne le crurent pas un instant. Ouais, quand même. Sylvebarbe, lui, le regarda de longues minutes. Je vous attendais, maître Langue de Serpent. Gandalf vous a précédé. J'en connais donc à votre sujet aussi long qu'il est nécessaire, et je sais ce que je vais faire de vous. Mettez tous les rats dans la même ratière, a dit Gandalf, et c'est ce que je vais faire. Je suis le maître d'Isengard à présent, mais Saruman est enfermé dans sa tour. Vous pouvez y aller et lui porter tous les messages qui vous passeront par la tête. Grima implora qu'on le laisse partir. Il avait deux choix, traverser l'eau alors qu'il ne savait pas nager, ou rester avec Sylvebarbe. Et le misérable s'en alla dans l'inondation, l'eau lui montait presque jusqu'au cou. Sylvebarbe s'assura qu'il était bien rentré, en le voyant grimper comme un rat. Une main était sortie de la porte pour le tirer à l'intérieur.
Lent s'en alla alors pour aller se laver de toute cette boue, l'eau d'ici étant dorénavant trop sale pour s'y baigner ou pour la boire. Il les mit en garde car le seigneur de la marche sera bientôt présent, et il faudra l'accueillir comme il se doit. Et c'est ainsi que se finit le récit de Merry et Pipin. Il s'inquiète maintenant de qui est cette langue de serpent. Aragorn explique alors que c'est l'espion de Saruman au Rohan. Sylvebarbe riait d'ailleurs tout seul quand il est parti se baigner, probablement bien content du sort réservé à ce traître, forcé de contempler tout ce qu'il a pu considérer de puissant et magnifique, maintenant en ruine. Les hobbits ont trouvé 2-3 magasins, non submergés, et les Ents sont venus en chercher pour 25 personnes. Il faut croire qu'ils ont soigneusement compté la compagnie du roi. Nous avons conservé d'aussi bonnes choses que ce que nous vous avons envoyé, je vous le garantis. Mais mieux, car nous n'avons rien envoyé à boire. Et la boisson, ai-je demandé aux Ents. Il y a de l'eau de l'Isent, y ont-ils répondu. Et elle est assez bonne pour les Ents et pour les hommes. Mais j'espère que les Ents auront trouvé le temps de brasser quelques-unes de leurs boissons à partir des sources de montagne et que nous verrons la barbe de Gandalf bouclée à son retour. Après le départ des Ents, nous nous sommes sentis fatigués et nous avions faim. Mais nous ne grognâmes pas. Nous avions été bien récompensés de nos peines. C'est dans notre recherche de nourriture d'hommes que Pipin a découvert la grande aubaine de toutes les épaves, ces barils de Sonnecor. L'herbe à pipe est meilleure après le repas. Nous comprenons tout parfaitement à présent. Tout sauf une chose, dit Aragorn. De la feuille du quartier sud dans l'Isengard. Plus j'y réfléchis, plus je trouve cela curieux. Je n'ai jamais été dans l'Isengard, mais j'ai voyagé dans ce pays et je connais bien les terres désertes qui s'étendent entre le Rohan et la comté. Aucune marchandise ni gens n'ont passé par là depuis bien des années, ouvertement du moins. Saruman devait avoir des tractations secrètes avec quelqu'un de la comté. On peut trouver des langues de serpent dans d'autres demeures que celle du roi Théoden. Les barils portaient-ils une date ? Oui, dit Pipin. C'était la récolte de 1417, c'est-à-dire l'année dernière. Non, celle d'avant, bien sûr, maintenant. Une bonne année. Oh, après tout, le mal projeté est passé à présent. J'espère. Ou alors nous n'y pouvons rien pour le moment. Mais je crois que j'en parlerai à Gandalf, si minime que le fait puisse paraître au milieu de ces grandes affaires. Je me demande ce qu'il fait, dit Merry. L'après-midi s'avance. Allons voir par là. Vous pouvez entrer dans l'Isengard à présent. En tout cas, grand pas si vous en avez envie. Mais ce n'est pas une vue bien réjouissante. Eh bien voilà. Encore ces questionnements du coup sur la provenance de l'herbe à pipe. Mais évidemment, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait déjà évoqué lors d'un autre épisode, mais il me semble que c'est avec le fils de Lobelia, avec Lothon Sakel-Bezas, que Saruman en fait a un petit arrangement et c'est Lothon qui sera son premier lieutenant lors du sac de la comté. Ah, mais un hobbit du coup, pas un... Oui, un hobbit, ouais. bien sûr. Ouais, Lothon. ok. Ah oui, il y aura des hobbits Mais du coup, partisans En de fait, c'est Saruman. ça, je viens d'aller vérifier en live, mais effectivement, la vente de l'herbe à pipe jusqu'en Isengard est une affaire de Lothon Sakel-Bezas, le fils de Lobelia, et il se fait pas mal d'argent comme ça. C'est marrant de voir le lien. Saruman va avoir, on va dire, un de ses lieutenants en comté, et c'est quand même de la famille de Frodon. C'est un parent de Frodon, Ouais. tu vois, donc il est... Ouais, c'est vrai. C'est tout proche comme ça de... Il aurait peut-être pu essayer d'avoir l'anneau par le biais de Lothon. Oui, c'est vrai. Avec un petit peu Ça de... se joue à pas grand-chose au final, mais il a préféré avoir de l'herbe à pipe, grand bien lui fasse. Surtout que Ah, c'est il y, pour a- il y fumer a en des gens, cachette. il y a des gens qui ont leur priorité au bon surtout endroit. Hein. Quand c'est pour aller faire la morale à Gandalf, mais lui discrètement chez Ouais, lui. ouais. Ah avec- oui, c'est vrai que ce serait drôle si c'est le cas. oui. Il y a En fait- Grima qui lui bourre sa pipe et lui, Gandalf, vous fumez trop. Refais-moi genre une grimace. Ouais, mais c'est ça. Hein, c'est Avec vraiment- tes mains douces, remplis ma pipe. Et donc Lothon qui va être... en fait, donc c'est possible que déjà actuellement, Saruman soit en train de... Bah, certainement, vu Il a déjà qu'ils commencé en fait. vont fuir la tour d'Orthanc, ce sera, on va dire, comment on appelle ça ? Là, j'avais le terme cinématographique, je l'ai perdu en off en fait. Nous, on Ouais. va suivre encore l'histoire, on va rencontrer Saruman dans le prochain chapitre. Mais après cela, il va quitter la tour d'Orthanc à un moment quand nos héros n'y seront plus. Ouais. Il va réussir par un subterfuge que je ne vous dévoile pas, mais bon, il n'y a pas de grande surprise non plus. Il va réussir à quitter la tour d'Orthanc dont il était prisonnier avec Grima, et ils vont se réfugier en comté, donc j'imagine que les Ouais, contacts qu'il a
bah, c'est ça qui va lui permettre d'aller faire ce sac de la comté justement après et d'en être le maître. En tout cas, moi j'ai gardé ce passage, bon voilà, parce que c'était un peu la fin du chapitre, t'avais les Merry et Pipin qui parlaient, etc. Mais parce qu'Aragorn s'inquiète vraiment de ça, et je suppose que ça foreshadow. Bah oui, d'une certaine manière. Parce qu'en plus, il avait la protection avec ses copains. Oui, mais il avait la responsabilité de la comté. Ouais. Donc en fait, là, il se dit, mon travail, je suis parti, mon travail est en train de se faire... Ouais. Et d'ailleurs, c'est effectivement ce qui s'est passé, la comté va se faire complètement bouffer par Saruman. Bah bravo Aragorn, hein. C'est vraiment pas compter aussi sur toi. de voir Grima, son attitude vis-à-vis de Saruman. Il a le choix entre rester avec Sylvebarbe et potentiellement être libre, mais il préfère risquer de mourir ou de se noyer ou être dans une grande difficulté pour retourner auprès de son maître. Donc l'état de servitude dans lequel il est, c'est assez intéressant. Mais il était trop loin, quoi. Tu vois, maintenant, retourner, il regagnera jamais son honneur, c'est fini. Il doit parier. Il pourrait peut-être. C'est comme ça que lui le voit, mais en fait non. Ouais. Comme on le verra dans le prochain chapitre, Théoden est quand même quelqu'un... Goebbels, tu vois. Oula. Quoi, voilà, point Godwin. Bon, on n'a pas eu de référence à Harry Potter, mais on a eu le point Godwin, c'est pas mal. Non mais tu vois, je sais pas, les lieutenants d'Hitler à la fin ils pouvaient pas se retourner, ils se sont tués, tu vois. Enfin, il y a un côté où... Mais Grima reste un homme du Rohan, à la base, il fait partie du peuple des Rohirrim, il a trahi Théoden, mais de base, il est Rohirrim. Oui, mais il est à l'origine d'un massacre gigantesque en Rohan, maintenant... Bon, pas que, c'est pas le seul responsable, il ne faisait qu'obéir aux ordres, Cyril. Non mais tu comprends, il fait partie, il a quand même une part de responsabilité là-dedans, il ne peut pas en se revenir en arrière, je crois que... Bah, je pense pas qu'il peut être absolu de tous ses péchés, mais... Absous, merci, absous de tous ses péchés, c'est juste qu'il y a toujours une possibilité de rédemption, surtout dans l'œuvre de Tolkien. Peut-être que ça doit passer par la mort pour certains personnages, mais on va le voir dans le prochain chapitre, ça reviendra. Saruman a des arguments très justes dans le fond, mais qu'il utilise de manière très fallacieuse, et il va dire quand même à Théoden à un moment, Théoden, vous avez fait la guerre à de nombreux hommes, vous avez tué de nombreux hommes, mais vous avez quand même fait la paix avec eux par la suite. Donc tu vois, ça pourrait s'appliquer à Grima d'une certaine manière. Saruman, il le fait pour sauver sa peau, et pour d'autres fins, mais on peut utiliser ce jugement-là, et ça pourrait le faire. Moi, c'est ça en fait qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de Grima pour qu'ils se disent il vaut mieux que je retourne auprès de Saruman alors qu'on a quand même tous les deux échoué, mais il vaut mieux que j'aille auprès de lui plutôt que j'aille du côté du vainqueur Théoden, parce que lui il pourrait peut-être me pardonner. Moi, franchement, j'aurais accroché à la psychologie, juste à la psychologie quand tu vois tous les lieutenants de personnes horribles. Je reprends Hitler, mais c'est vraiment un bon exemple. Pour le coup, personne n'a eu l'idée de se dire allez, si je me rends, je vais avoir une chance d'être sauvé. Enfin, la plupart se sont tués, quoi. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui se sont tués. Non, il y en a beaucoup qui ont fui. Il y en a qui ont rejoint les Alliés aussi, tu vois, qui ont dénoncé. La plupart sont allés au procès de Nuremberg. Goebbels, notamment, lui, s'est suicidé, mais dans la prison, il s'est laissé attraper. Je sais, par exemple, j'ai oublié son nom, mais... Non, Goebbels, il s'est tué dans le bunker. Dans le bunker en même endroit que... Ah oui, je confonds avec... C'est pas Goebbels, c'est... j'ai pas il y en a plein qui ont fui aussi, tu vois. Attends, il y a Himmler aussi. Je sais plus. Alors Himmler, par exemple, ce qui est drôle, c'est qu'il a voulu faire des pactes, et en fait il a essayé de faire des pactes avec les Alliés pour essayer de plus ou moins prendre la place d'Hitler dans un espèce de nouveau gouvernement post-guerre. Et ils ont vraiment, et ils ont juste fait non. On va te pendre, mec. C'est là que le podcast est en train de basculer dans les pages du nazisme. C'est pas un podcast là-dessus, mais... Non mais Grima, pour le coup, c'est quand même... C'est vraiment un lieutenant très très proche de Saruman. J'ai l'impression que dans sa tête, il se dit je peux pas revenir en arrière, quoi. Mais pour revenir sur ces généraux et quoi que ce soit, je crois que c'est la loyauté juste trop forte en fait de la part de Grima en fait. Pour moi, c'est pas de la vraie loyauté, c'est de la lâcheté. Mais pour moi, c'est là que se pose la question en fait. Et je crois que c'est ça qui permettrait de répondre à pourquoi est-ce qu'il va encore rejoindre Saruman. C'est pour Grima. Est-ce qu'il est avec Saruman par opportunisme ou parce qu'il pense vraiment que le projet de Saruman est le meilleur et que potentiellement à la fin Saruman et Sauron vont gagner? Et là, alors on peut faire la référence à Harry Potter, il se rapproche un peu du personnage de Queue de Verre pour moi, qui par peur s'allie à Voldemort, mais jusqu'à la fin, même si il y a toujours un espoir qu'Harry gagne et qu'en plus Harry le sauve 2 fois, une fois, et après il lui demande de l'aide et du coup il est obligé de l'aider. Je vous renvoie à vos livres, Harry Potter, pour... Je vous renvoie à vos livres. Mais il y a quelque chose de similaire peut-être entre Queue de Verre et Grima, et on a eu la référence, c'est bon, c'est fait, c'est posé là. Mais Queue de Verre, langue de serpent... Il rampe comme un rat jusqu'à la porte. J'aime bien la description de voir, juste imaginer cette main crochue de Saruman, on voit juste la main qui sort, qui attrape Grima et qui le rentre, et la porte qui se referme. Quelque chose de très comique. En tout cas,
un épisode qui se finit, voilà, dans un récit. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Que vous aurez, Écoutez, dans votre découvert bain des à choses. bulles de préférence, avec un peu de boue sur votre visage, Voilà, des c'est concombres trop sur bien, les parce yeux. que s'ils sont arrivés maintenant, ils ont fini, Julien, donc tu ne peux plus leur conseiller ça, malheureusement. Bah, Mais réécoutez-le Réécoutez-le, vous dans pouvez ces peut-être conditions. aller prendre un bain maintenant, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous en avez appris autant que nous, puisque on aura quand même appris des choses. Hein, Ouais, cette la histoire Huorn, de et leur Huorn, pouvoir, un peu mystique. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve avec un Saruman en pleine puissance, ou en tout cas, qui essaye de apparence. de feindre une pleine puissance. Et on va enfin découvrir. Mais un peut-être Saruman très disco, avec sa robe Multicolore, multicolore. ouais. J'ai peut-être parlé de ces soirées privées lors de la kermesse d'Isengard. Je sais pas, en tout cas. Bon, allez. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent épisode. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'en profite encore pour évidemment vous inviter à liker l'émission sur les plateformes où l'écouter. Remercier nos tipeurs. Vraiment un énorme merci à tous ceux qui nous soutiennent et à ceux qui nous envoient aussi des messages, à tous ceux qui nous suivent en général. Un grand merci. Et on se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et à bientôt. Amusez-vous bien. À bientôt. Allez, ciao, ciao.